Congo la Bisso, le parti pour un Congo meilleur. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de votre magazine Top Presse. Premier ministre des Finances de Joseph Kabila, il a connu la période du taux du jour, la période du budget de l'État de 500 millions de dollars, avant de rentrer au Fonds monétaire international, le FMI à Washington, d'où il était venu et d'où jusqu'à il y a peu, il a observé la RDC au cadre macroéconomique stabilisé, au budget de 9 milliards de dollars, et au respect des délais constitutionnels. Car de la politique avec lui aujourd'hui, il sera aussi, ou surtout question, démission ou départ à la retraite. Freddy Matungulu Mbuyamou a décidé de rentrer au pays. Il a créé son parti, Congo la Bisso, et l'a dit hier, le dit-il toujours aujourd'hui, serait candidat à la prochaine présidentielle. Freddy Matungulu Mbuyamou, bonjour. Bonjour Christian, comment allez-vous? Très bien, merci d'être avec nous. Pour vous interroger aujourd'hui, Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, Thierry Kambundi de Top Congo FM, Rachel Kitsita de Numérica TV et Eric Ambago de Top Congo FM. Aujourd'hui, vous êtes clairement à l'opposition, alors que vous étiez hier de Kabila, après avoir démissionné, après une période d'exil. De cette démission ou de cet exil, qu'est-ce que vous regrettez le plus ? Pratiquement rien. D'abord, Christian, c'est important de dire que je n'ai pas connu la période du taux de jour, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai plutôt mis un terme à cette période. Quand nous sommes arrivés effectivement ici, vous connaissez très bien la situation qui était la nôtre au plan économique et macroéconomique d'une façon générale. Je crois que c'était au terme de quelques mois de travail assidu, sérieux, que nous avons effectivement fait retrouver à notre pays la stabilité du cadre macroéconomique. Donc, j'ai connu cette période, en fait, pour l'arrêter. Vous avez connu la période du taux du jour, donc. Tout à fait. Vous n'avez pas totalement arrêté la période où vous n'avez pas totalement commencé la période de la stabilisation du cadre macroéconomique. Ah oui, là, on parle de 2005. Non. Nous avons mis un terme à l'instabilité du cadre macroéconomique dès pratiquement la fin du premier semestre de 2001. Nous sommes arrivés au pouvoir en avril 2001 et je pense que à la fin déjà de 2001, on avait retrouvé la stabilité du cadre macroéconomique, entendu comme la maîtrise des prix, entendu également comme la maîtrise de la valeur externe de la monnaie nationale. Qu'est-ce que vous avez fait à l'époque que les précédents n'avaient pas réussi à faire, puisque le taux du jour, ça a duré presque 20 ans? Bon, je crois que ce que nous avons fait était très très simple. Nous savons que si vous voulez stabiliser le cadre macroéconomique dans un contexte où l'État n'a pas de crédibilité du tout, ne peut pas emprunter à des conditions qui ne contribuent pas à aggraver la détérioration du cadre macroéconomique. Ce que vous faites, c'est essentiellement aligner les dépenses sur le peu de recettes que vous mobilisez, auxquelles éventuellement vous pouvez ajouter à l'époque les soutiens financiers modestes que vous recevez de l'extérieur. Et c'est ce que nous avons fait. Le premier objectif, c'est donc était de nous assurer qu'on renforçait la mobilisation de recettes et on dépensait que dans les limites de ce que les recettes nous permettaient de faire, l'objectif étant d'éviter de se faire financer par la Banque centrale et donc de désactiver complètement la planche à billets. Et c'est ce que nous avions fait. En clair, c'était 500 millions. Vous ne dépensiez donc que maximum 500 millions. Par an, à l'époque, effectivement, c'était ça le cas. Lorsque nous avons lancé ce programme, en particulier tout au début, en 2001. Autrement dit, rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, avec 500 millions... on va pas loin. Non, mais c'est très très clair. Ce que nous avions à l'époque comme ambition,
c'était de lancer un processus. Vous savez que même aujourd'hui, vous dites que l'État a un budget de 8 à 9 milliards de dollars. Mais quand vous examinez les taux d'exécution, les niveaux d'exécution de ce budget, il ne va jamais au-delà de 6 milliards. C'est toujours entre 5 et 6 milliards à peu près. de dollars. Voilà. Donc, au niveau des projections, c'est ce qui est annoncé. Mais quand on passe à l'exécution, pour beaucoup de raisons, malheureusement, on ne va pas généralement au-delà de 6 millions. De 6 milliards, pardon. Mais ce que je voulais dire qui est important, c'est que nous avons trouvé un pays qui était complètement désorganisé et il était évident que tout au début du processus, c'était difficile d'arriver directement à un budget qui correspondait même, je peux dire, au potentiel de l'époque. Il fallait relancer la machine, c'est ce que nous avons fait et l'objectif c'était de progressivement renforcer les moyens à la disposition de l'État. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. Bonjour Monsieur Freddy Matungulu. Bonjour Madame. En tant qu'ancien ministre de Finances et de l'économie de notre pays, quelles sont les principales failles de la politique macroéconomique du gouvernement actuel ? Bon, en ce qui me concerne, l'objectif fondamental de toute politique économique doit être de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Pour cela, vous avez besoin évidemment de vous assurer que le cadre macroéconomique est stable. Et je crois que, et je crois que sur ce côté-là, il n'y a absolument rien à redire. Nous avons une monnaie qui est relativement stable, les prix qui sont maîtrisés. Mais il faut savoir que ceci n'est que, moi j'appelle ça la fondation. Ensuite, vous devez vous assurer que au niveau de l'utilisation des ressources mobilisées par l'État, on a une dépense de qualité, c'est-à-dire une dépense qui rencontre tant soit peu les préoccupations de la population, de un, et puis de deux, ce qui est beaucoup plus important, vous savez, en la matière, peut-être que le plus important ne relève pas strictement du domaine de l'économie. Il faut avoir un environnement global d'un État qui est mûr, qui est mature, qui inspire confiance, qui inspire et impose le respect et qui devient une destination à laquelle plutôt ceux qui ont des capitaux, qui ont de l'argent, croient. Et où on peut amener de l'argent, investir, c'est ce processus-là qui vous amène à créer des emplois pour les populations. Et je crois que c'est au-delà de la stabilité du cadre macroéconomique, du côté de la création de cet environnement qui est important pour qu'on ait une relance des investissements. C'est de ces côtés-là qu'en tant que pays, depuis plusieurs années, maintenant, malheureusement, nous ne travaillons pas bien. Et le résultat, c'est quoi? On a une croissance qui est évidemment soutenue par la stabilité du cadre macroéconomique que nous avons, mais qui est monosectorielle et, dans le cas d'espèces, exclusivement enclavé du côté du secteur minier. Alors que, et un secteur dont on sait qu'il n'est pas malheureusement particulièrement consommateur de beaucoup de main-d'œuvre. La conséquence, c'est que vous avez cette croissance qui est relativement forte, il faut l'accepter, qui est nourrie par les développements dans le secteur minier, mais dont on ne voit pas véritablement les retombées du côté de la population. Parce que quelle que soit votre position dans une société, pour que vous puissiez être à mesure de profiter de la croissance, des développements économiques positifs que vous avez dans votre pays, vous devez pouvoir absolument vous retrouver quelque part dans le circuit de l'emploi. Vous travaillez, vous êtes rémunéré, ce qui vous permet de pouvoir vous occuper de vous-même, de votre famille et de pouvoir vivre une amélioration dans les conditions de vie. Et là, c'est un exercice, comme on le sait, qui est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus périlleux que juste la réalisation de la seule plutôt stabilité du cadre macroéconomique. Notre économie est beaucoup plus informelle. Est-ce qu'on peut formaliser cette économie congolaise aujourd'hui? Bon, formaliser l'économie, c'est notamment aussi avoir un État qui inspire confiance.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui? La RDC n'inspire pas confiance? Non, mais pas puisque vous dites que tout est largement dans l'informel. Et la prévalence excessive de l'informel dans une économie est une des indications de ce qu'il y a au niveau du fonctionnement de l'État d'une façon générale des problèmes sérieux qu'il va falloir plutôt confronter, auxquels il faut trouver des solutions. Il peut y avoir d'autres raisons. Les contribuables éventuels voudraient échapper au paiement de ces impôts. Ça, c'est aussi une autre raison. On voit en Italie, à la différence avec les pays du nord de l'Europe, l'État là-bas aussi inspire confiance. Non, mais tout à fait, vous avez raison. Hein. De toute façon, il n'y a aucun contribuable d'une façon générale. Sachant que l'État ne le suit pas de près, comme il se doit, ne serait pas disposé éventuellement à profiter des faiblesses de l'État. Et ceci est vrai en ce qui concerne l'Italie, et je crois que ça l'est également en ce qui concerne un pays comme les États-Unis. Et plus l'État est organisé, je crois, hein, comme on dit, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Mieux, je pense, les contribuables ou les citoyens, d'une façon générale, seront amenés à s'acquitter comme il se doit de leurs obligations fiscales et autres. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Professeur, vous dites avoir contribué déjà dès avril 2001 à stabiliser le cadre macroéconomique, en tout cas avoir jeté les bases du travail dont les fruits se révèlent assez expressifs aujourd'hui. Mais pourquoi être parti 2 ans plus tard, parce qu'on n'a jamais compris également pourquoi vous êtes parti, pourquoi vous avez abandonné ce travail que vous avez commencé? Bon, mais ça fait malheureusement la énième fois que je vais répondre à cette question, mais puisque vous l'évoquez, je crois que je vais y revenir. Hein. En ce qui me concerne, il suffit simplement de voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, dans le domaine de la gouvernance économique, pour pouvoir avoir en fait la réponse à la question la question que vous posez. Dans notre vision de l'époque, quand nous sommes venus ici, et en ce qui me concerne, suivant les discours que le président de la République lui-même avait eu en arrivant au pouvoir, un discours qui voulait faire de notre pays, entendait faire de notre pays un modèle en matière de gestion, aussi bien de gouvernance, aussi bien dans le domaine économique que, évidemment, dans le domaine politique. Et dans ce que moi j'avais en tête à l'époque, si nous étions tous restés suivant ce modèle, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de toutes ces difficultés que nous connaissons sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la corruption. Et c'est un peu pour tirer la sonnette d'alarme à l'époque. Parce que, bon, en tant que ministre de Finances, vous êtes tout naturellement au centre de tout ce qui touche à la gestion de la chose publique. Nous avions fait des avancées en ce qui concerne le retour de la stabilité du cadre macroéconomique. Quelque part, un secteur enclavé comme celui de mines commençait à reprendre vie. Mais en tant que ministre des Finances, j'étais payé pour savoir aussi qu'il y avait énormément de failles et malheureusement également quelque part des pertes de certaines de ces avancées que nous étions en train de réaliser dans le domaine très très critique, capital de la gouvernance économique, la lutte contre la corruption, la mauvaise utilisation de des failles que vous attribuez aujourd'hui à qui? Et à l'époque, c'est pour attirer, justement, comme je le disais, l'attention du chef de l'État sur cette question que je m'en suis ouvert auprès de lui. J'ai dit au président de la République, nous avons fait des avancées dans le domaine de la stabilisation du cadre macroéconomique, c'est bon, mais si nous voulons, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, arriver à avoir une économie avec le dynamisme qui nous amène à des améliorations concrètes dans le vécu quotidien de nos populations, il va falloir que nous fassions essentiellement aussi question à toutes ces questions de gouvernance, de lutte contre la corruption. Et j'avoue, je dis que, en ce qui me concerne, je n'avais pas trouvé du côté du chef de l'État une réponse favorable à ma requête, qui était qu'il puisse me reconfirmer
nous reconfirmer en fait dans cette voie de la lutte contre la corruption et la bonne utilisation d'une façon générale des ressources publiques. C'est la raison pour laquelle je suis parti. 12 ans, 13 ans après, vous revenez de l'exil ou de votre carrière internationale. Quel regard vous portez notamment sur le travail qui a été abattu dans le domaine aujourd'hui, entre autres par celui qui à l'époque fut votre conseiller, qui est aujourd'hui le Premier ministre depuis 4 ans? Bon, écoutez, moi je l'ai dit, la stabilité macroéconomique, elle est là. Mais nous savons aussi que, parallèlement à cette stabilité macroéconomique, nous avons une situation sociale qui est déplorable. Et je pense que c'est de ce côté-là que moi, j'ai le plus de regrets. Parce que je suis convaincu que si nous étions restés sur la trajectoire du programme que nous étions fixés à l'époque, non seulement qu'on aurait eu cette stabilité du cadre macroéconomique. Aujourd'hui, tout le monde souhaite qu'en l'an 2030, nous allions vers l'émergence économique de ce pays. Je crois que si nous avions gardé les caps aujourd'hui, on aurait eu des arguments solides pour pouvoir penser à cette possibilité d'aller à l'émergence à l'horizon 2030. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que vous avez parlé tout à l'heure du chômage, alors que le gouvernement brandit un bilan plutôt intéressant, positif de la réduction du taux de chômage. Bon, écoutez, le gouvernement brandit un bilan. Moi, je vois le quotidien du Congolais que je fréquente chaque jour, aussi bien au niveau des amis que de la famille. Et moi, je ne vois pas vraiment de quel côté ces améliorations ont été réalisées. Et pour parler de l'émergence, je l'ai dit encore la semaine passée, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'émergence, c'est quelque chose de très, très profond. Très profond, qui s'est défini en fait comme étant une sorte de mouvement haussier généralisé pour l'ensemble du système social d'un pays. Et on le vit au quotidien au niveau de la grande majorité de la population. Et je crois que nous avons l'avantage aujourd'hui, au-delà de ce que nous pouvons lire, de beaucoup voyager, y compris dans ces pays aujourd'hui qui sont catégorisés comme étant des pays émergents. On peut facilement se rendre compte de comment, là, dans ces pays, les populations vivent. Et quand on revient chez nous, moi je dis, avec la façon dont nous gérons notre pays aujourd'hui, nous avons fait 15 ans depuis 2001. Moi, je n'ai pas l'impression que quand vous circulez dans la ville profonde, quand vous allez dans le pays profond, qu'on peut parler d'un mouvement haussier général de progrès qui touche à l'ensemble du système social dans notre pays. Et je n'ai pas l'impression que dans les 14 prochaines années, on pourrait être à mesure de réaliser un tel score. Surtout si nous ne prenons pas la peine de nous remettre fondamentalement en question et de retrouver les voies de la sagesse en ce qui concerne la gestion de la patrie au plan politique, économique et autres. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Monsieur Freddy Matungulu, j'aimerais que vous puissiez marteler un peu sur le fait du fait que l'amélioration des conditions sociales des Congolais n'évolue pas. De ce côté-là, vous êtes d'accord avec nous. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ce Congolais lambda qui vous suit, même dans le Congo profond, pour qu'ils comprennent comment on nous parle depuis une dizaine d'années de la stabilité du cadre macroéconomique et que la situation n'évolue toujours pas? Quelle est l'explication que vous donnez exactement à cette question, à cette problématique? Bon, je pense que personne de sérieux ne peut dire que la stabilité macroéconomique signifie amélioration des conditions de vie des populations. Je le dirai et je le redirai autant de fois que la question me sera posée. L'amélioration des conditions de vie de la population, elle intervient quand il y a de plus en plus de monde qui peut trouver un emploi rémunérateur avec une rémunération décente. Et je crois que pour ça, nous le savons, on a besoin d'avoir le cadre qu'il faut. Et pourquoi pas, il faut le dire,
notamment un État de droit, un État qui fonctionne, un État dont on sait, par exemple, quand on est confronté à une difficulté quelconque, on peut aller auprès des autorités attitrées, que ce soit dans le judiciaire ou dans n'importe quel autre domaine. On trouvera des réponses aux questions auxquelles on est confronté. Et un État également qui présente des perspectives générales stables, parce qu'un investisseur, c'est quoi? Contrairement à beaucoup d'entre nous qui travaillons pour l'État, et surtout aux politiciens qui passent énormément de temps à parler, un investisseur privé, parce que c'est lui qui crée la richesse, il met en jeu ses moyens à lui. Éric Kambago, Top Congo FM. Freddy Matungulu, le président Kabila et son régime gèrent mal le pays. Bon, en ce qui me concerne, vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Moi, je n'invente rien. On a 9 000, on a commencé taux d'inflation 9 000% à l'époque de Mobutu, 135% avec Mzee. Vous êtes arrivé, vous avez rabaissé à 50%. Aujourd'hui, on est en cumul hebdomadaire 0,21%. Vous dites que on gère très mal le pays. Écoutez, moi, le grand problème que j'ai avec la façon dont le pays est géré aujourd'hui, c'est quoi? On pense qu'il suffit de faire un discours pour avoir un résultat. Et le plus souvent, on veut faire semblant d'agir alors qu'on ne le fait pas. Et donc, par conséquent, on n'a pas de résultats. Mais il y a des résultats. Alors, lorsque vous voyez qu'il y a, le taux d'inflation est bas, et la monnaie est stable aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas des résultats concrets? Non, ça on appelle ça des résultats intermédiaires. La stabilité du cadre macroéconomique, la stabilité de la monnaie. On ne mange pas ça. Donc pour vous, la croissance n'est pas inclusive. Vous dites clairement que la croissance n'est pas inclusive. Ça, c'est vous. Non, mais c'est clair. Non, mais pourtant, croissance inclusive, aujourd'hui, on remarque que le gouvernement congolais, avec ses excédents qui sont réalisés, réoriente ses fonds, notamment dans la création des emplois. Vous avez vu les entreprises qui sont créées actuellement, Transco, vous voyez les entreprises Congo Airways et autres, Bukonga Lonzo, pour ne citer que cela. Donc le gouvernement fait de la croissance inclusive. Bon, écoutez, moi, j'ai jamais été de ceux qui croient que gérer les ressources juste de façon à créer des emplois sur la durée devrait relever de la compétence de l'État. Je ne pense pas. Nous avons une très longue histoire en matière d'entreprises publiques dans ce pays. Et c'est la même chose dans pratiquement tous les pays que moi je connais. On n'a jamais les meilleurs résultats quand il s'agit de gérer des entreprises, quand il s'agit d'entreprises publiques. Aujourd'hui, vous parlez de Transco, mais parlez-moi de l'OTCZ aussi qui existait à un moment donné. Parlez-moi d'Air Zahir. Et aujourd'hui, les partenariats publics-privés, vous avez remarqué. Donc moi, je dis, il ne faut pas faire la politique du spectacle. Aujourd'hui, je crée une entreprise pour qu'on voit que je suis en train de faire quelque chose, alors que nous avons une histoire dont on doit pouvoir s'inspirer, non? Avant Congo Airways, il y avait Sibé Zahir, il y avait, qui était, semble-t-il, privé, il y avait Air Zahir, dans tous les domaines. Et on sait très très bien comment tout cela aboutit. Parce que la gestion, la création des richesses de façon sérieuse, à mon avis, et l'expérience, en tout cas en ce qui concerne la République démocratique du Congo, le dit, vous êtes théorique, vous êtes dans la théorie, parce que pourtant, ce qui est en train d'être fait, c'est le fruit des efforts cumulés en termes de cohérence dans la politique monétaire et budgétaire. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de cohérence dans la politique monétaire et budgétaire, parce que tout se fait, les dépenses se font sur base caisse. Non, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? La stabilité du cadre macroéconomique, c'est un objectif intermédiaire. Et on ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez placé un pont, il faut pouvoir le traverser, aller plus loin. C'est ce que je dis. Je ne dis pas que la stabilité du cadre macroéconomique est mauvaise. Mais vous ne dites pas que c'est un soubassement. Vous dites pas que c'est un soubassement pour aller vers le mieux-être des Congolais. Non, vous, apparemment, vous êtes en train de contredire ce que le gouvernement actuel fait. Non, vous dites, vous êtes en train de créer de la richesse, mais la richesse n'est pas redistribuée correctement. Et pourtant, c'est un processus, vous le savez. Vous. Non, mais la stabilité du cadre macroéconomique, on en parle depuis que moi, je l'avais créé, messieurs. Et ça, c'était en 2001. On ne peut pas continuer à parler aujourd'hui de la stabilité du cadre macroéconomique dans ce pays. Il faut aller beaucoup plus loin. Et je l'ai dit, ce qu'il nous faut, c'est que nous devenions sérieux en tant que pays pour que
les investisseurs nous prennent au sérieux plutôt, et amènent leur argent ici. C'est ce que je suis en train de dire, pour que notre population puisse être à mesure de trouver des emplois. C'est ce que je dis. Je n'ai jamais dit que c'était mauvais d'avoir la stabilité du cadre macroéconomique. Je le répète, c'est un objectif intermédiaire. L'objectif final, c'est d'avoir une économie dynamique, qui fonctionne bien dans tous les grands compartiments, dans un pays comme celui-ci, avec toutes les ressources que nous connaissons, que nous avons. Mais on peut faire tous les miracles du monde. Et on n'y est pas. C'est ce que je dis. Mais Freddy Matungu, ça évolue quand même. Aujourd'hui, la gestion des ressources avec la bancarisation et aujourd'hui les poursuites judiciaires qui sont initiées contre les détourneurs, tout ça concourt à l'amélioration des conditions des fonctionnaires et des Congolais. Bon, moi je crois que j'en ai suffisamment dit sur la question. Je pense que nous devons faire mieux. Et quand on circule dans la ville, qu'on regarde nos compatriotes et qu'on vit avec les conditions générales qui sont les nôtres, je crois que c'est important quand même qu'on arrête ces discours en disant que la stabilité du cadre macroéconomique, etc., qui n'est pas mauvaise. La stabilité du cadre macroéconomique n'est pas mauvaise, mais ça ne suffit pas. Nous devons aller beaucoup plus loin. Et je suis convaincu que même au niveau du gouvernement, on le sait bien. Le seul problème, c'est quoi? C'est que aller plus loin signifie mettre en œuvre des réformes qui sont douloureuses. Vous voulez qu'on aille dans les détails de tout ce qu'il y a comme comportement de corruption au niveau du gouvernement? Vous le savez très très bien. C'est tout ça qu'il faut combattre. Et je sais que c'est difficile. On doit pouvoir s'imposer cette discipline. Sinon, Haïti est indépendant depuis combien d'années? Voilà un pays qui vit juste à côté des États-Unis, avec des conditions de vie plus déplorables que dans beaucoup de pays africains. Et je crois que nous devons faire très très attention quand nous parlons de notre pays ici aujourd'hui. Ce ne sont pas des sujets qui doivent être traités à la légère. C'est du très sérieux. La stabilité du cadre macroéconomique, c'est bon. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Mais ça ne suffit pas. Et tout le monde sait ce que nous devons faire d'autre pour qu'on ait de l'activité au-delà du secteur immobilier dans tous les grands compartiments de l'économie nationale qui peuvent créer des emplois pour notre pays. On a besoin d'un état de droit. On a besoin de résoudre ces problèmes, les contraintes en matière d'énergie que nous connaissons, alors que nous avons le plus gros barrage potentiellement du monde juste à côté de nous. Est-ce que nous pouvons nous expliquer pourquoi, depuis toutes ces années, le dossier Inga, on en parle depuis que moi j'étais au gouvernement, et certainement beaucoup plus avant encore. Là, vous êtes en train de montrer du doigt, pas forcément le gouvernement dans le dossier Inga. Ce n'est pas forcément de son chef si ce projet n'est pas à son terme. Ça, vous le reconnaissez? Non, pas du tout. C'est aussi de son chef. C'est le gouvernement qui ne veut pas voir ce dossier aboutir. Mais nous sommes responsables de ce qui se passe dans notre pays. On ne peut pas dire que nous avons un Inga chez nous, et que depuis une quinzaine d'années, on essaie de faire repartir cette machine et que les choses ne marchent pas, que cela n'est pas, les résultats n'est pas de notre chef. Quand le gouvernement dit on va laisser faire ça aux Chinois ou aux pays émergents, que la Banque mondiale se lève et commence à donner certaines conditions de faisabilité, c'est la responsabilité du gouvernement? Non, bon, moi ce que je sais, c'est que d'abord, et ceci ouvre une fenêtre sur énormément d'autres difficultés que nous avons. En ce qui concerne la gestion du patrimoine national. Il y a combien de gros dossiers dans ce domaine de la gestion des ressources naturelles dont le Congolais connaît les détails? Prenez le pétrole des Litouries. Prenez même le pétrole du Bas-Congo. Et même les grands dossiers miniers aujourd'hui dans ce secteur dont tout le monde parle. Il y a combien de Congolais qui savent exactement ce qui se passe dans tous ces domaines? Vous êtes en train de dire que un manque de transparence pourrait faire que il n'y ait pas choc des idées, donc pas évolution? Donc pour dire que moi, la meilleure façon de faire les choses, en ce qui me concerne, aurait été de lancer des appels d'offres. Nous avons un objectif. Nous avons dans le monde aujourd'hui des groupes dont on connaît
la renommée internationale dans ce domaine. Vous lancez un appel d'offres avec possibilité pour tout le monde de suivre ce qui se passe et donc de pouvoir imposer la transparence de la façon dont les choses sont faites. On nous laissera faire. Moi, je peux vous dire que avant de partir d'ici, en 2002, nous étions en négociation avancée avec un groupe sud-africain qui allait ouvrir le premier supermarché ici dans notre pays. Et ça, c'est un dossier que nous avons traité ouvertement. Pour moi, c'est très, très important. Que vous soyez ministre des Finances, je ne sais pas quel autre membre influent du gouvernement, vous n'avez pas le droit de cacher les dossiers dans vos tiroirs et de prendre des décisions en surprenant tout le monde au niveau du gouvernement. Donc voilà un dossier qui est traité. Au moment où nous partons, je le confie aux compatriotes qui étaient restés au gouvernement. Et d'après ce que j'en sais, dès que nous sommes partis, c'était des rapports très difficiles entre les promoteurs et les amis du gouvernement. Difficile dans ce sens que, il y avait un certain nombre d'exigences qui n'avaient pas lieu d'être à l'époque où nous étions là, en termes de motivation définie. Corruption, façon, clairement dit corruption. Très très floue. Et tout ça, ça fait quoi? Le résultat, c'est qu'à la fin, on n'a absolument rien de sérieux qui se passe dans le pays, en dépit du fait que nous avons toutes ces ressources dont le destin a comblé notre pays. Monsieur Fredy Matungulu, que les choses soient claires, parlons politique désormais. Cassons certains mythes. Est-ce que c'est à l'État de créer de l'emploi ou est-ce que c'est à l'État de créer les conditions pour la création d'emplois? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de problèmes sociaux, quand on parle de problèmes d'éducation, on ne montre que l'État. C'est vrai qu'il est sûrement responsable, mais on oublie qu'en 91 et en 93, tout le tissu industriel a été en quelques heures démonté. Aujourd'hui, tout est de la responsabilité de l'État. Mais est-ce que tout doit venir de l'État? Non, absolument pas. Moi, je suis tout à fait... D'abord, laissez-moi profiter de l'occasion pour vous présenter toutes mes félicitations, Christian. Vous êtes dans le privé. C'est depuis quelques années que vous vous battez vous-même. Et là, vous êtes à mesure de nous offrir d'abord ce cadre magnifique et d'employer un certain nombre de nos compatriotes. Et je sais que si vous tenez, en dépit des conditions extrêmement difficiles qui sont celles de notre pays, c'est que vous faites un peu plus que ce qui aurait été nécessaire si l'environnement était propice. Vous l'avez si bien dit, l'État doit nous donner l'environnement, mais la création de richesses, d'emplois sérieux, ça, c'est du domaine, à mon avis, du secteur privé. Il y a un peu de dogmatisme dans tout ça. Donc, il faut quand même croire à un certain nombre de choses. Moi, je crois à ces schémas-là. Et donc, voilà ce que je dis. Mais en même temps, ceci veut dire quoi? Quand on dit mettre en place l'environnement qu'il faut, il faut que l'État, notamment au niveau de son budget, avec le peu de ressources qu'il est à mesure de tirer de cette activité économique, puisse s'assurer que la dépense est bonne, la qualité de la dépense, que l'on soutienne l'éducation notamment, la santé et tout le reste. Et je crois que c'est à ces niveaux-là que l'on met en cause la responsabilité. Je crois que vous êtes et je crois que c'est tout à fait. Je crois que vous êtes mieux au courant que n'importe qui de tous ces chiffres. 16% pour l'enseignement, 65% de mobilisation interne en termes de budget. Ça veut dire que quand on parle de 8 ou 9 milliards de budget, on n'en a que 5 ou 6, avec 30% de la mobilisation externe. Ça veut dire que l'étranger qui promet ne donne pas beaucoup d'argent. Tout à fait. Il faut donc reconnaître que tout n'est pas forcément faisable. Non, tout n'est pas forcément faisable. Mais, Christian, c'est comme en famille. Vous savez, si vous vivez dans la transparence, tout le monde sait plus ou moins ce que papa gagne. Et donc, doit pouvoir être à mesure de déterminer c'est à quoi on s'attend de la part de papa. Mais on n'ira pas demander le ciel. On n'ira pas demander le ciel. Il faut qu'il y ait cette transparence. Et puis, bon, d'ailleurs, je pense quand même qu'en la matière,
il faut pas, au-delà de la connaissance de ce que l'État réalise, je crois qu'on voit quand même un train de vie ostentatoire, très, très visible, et qu'on peut voir par tout le monde, de la part de ceux qui sont au pouvoir. Et ça pose, je pense, au niveau de la population, la problématique de quel type de confiance on peut avoir en un système. Pourquoi croire au gouvernement quand on vous dit qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, pendant que ceux qui sont justement aux commandes de l'appareil étatique sont en train de vivre le type de vie que nous connaissons. Paulette Kimuntu. Fadi Matungoulou, vous êtes dans l'opposition, mais la population se pose la question, est-ce qu'il y aura-t-il primaire au sein de l'opposition? Est-ce que vous nous présenterez un seul candidat pour l'opposition pour faciliter l'alternance d'ici 2016? Moi, je souhaite que l'opposition puisse effectivement être à mesure de présenter un seul porte-étendard qui porterait les espoirs, je pense, de cette population congolaise qui souhaite voir un changement vrai dans ce pays au-delà de 2016. Maintenant, je crois qu'il y a un certain nombre de personnalités qui sont là, dans le camp de l'opposition, définies d'une façon générale, y compris... Comment vous vendriez-vous si vous devez faire ces primaires? Moi-même. Mais moi, ce que je dis... Qu'est-ce que les gens peuvent espérer de Fadi Matungoulou aujourd'hui? Rigueur dans la gestion, transparence dans la gestion, un plan dynamique pour être émergent d'ici 2030. Qu'est-ce que vous proposez aux Congolais, pratiquement? Bon, je crois qu'on a déjà fait le pas. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est ceci, que... il est important que celui qui va être le porte-étendard de l'opposition puisse incarner véritablement le changement vrai que nous recherchons en termes de bilan dans le passé et éventuellement des perspectives. Quelqu'un qui a su faire montre dans sa gestion de la chose publique. Fadi Matungoulou a les mains propres. Dans sa gestion de la chose publique à cet attachement aux principes de transparence et de bonne gouvernance. Vous avez les mains propres. Fadi Matungoulou a les mains propres, pas de dossier, pas de squelette dans le placard, absolument pas du tout. Absolument pas. Vous en êtes sûr? Ça, je peux vous le dire. Enfin, de toute façon, je crois qu'il ne faut pas personnaliser les débats. Moi, je souhaite que celui qui va représenter l'opposition à la présidentielle puisse être celui qui incarne le mieux l'idée de changement que nos populations attendent de ce régime qui viendra après celui du président Kabila. Vous dites ne pas personnaliser ce débat, mais vous êtes dans l'opposition avec des personnes qui pourraient ne pas remplir ces critères. Vous exigerez aussi d'eux ce que vous exigerez du futur président de la République? Ceux qui en termes de bilan, en termes de passé. Ce que je suis en train de dire, je crois qu'il appartient, et les choses sont claires. Je crois que la population, on voit clairement, a bien pu identifier les maux qui rongent notre pays et la mauvaise gouvernance de la chose publique, je crois, se trouve être l'un de ces écueils les plus importants qui font qu'en dépit de toutes les ressources que nous avons en tant que pays, nous arrivons à peine à rencontrer les préoccupations de notre population. Et je crois que la population s'attend à ce que celui qui incarnera l'opposition, celui qui va représenter l'opposition à la présidentielle de cette année, puisse être celui qui rencontre le mieux ces attentes de la population par rapport à ce que l'on a fait soi-même dans le passé. Par rapport à ce que l'on a fait soi-même dans le passé. Thierry Kambundi. Qui, selon vous, répond le mieux à ce profil au jour d'aujourd'hui dans l'opposition? Ce que je dis, c'est que nous avons aussi l'obligation de faire en sorte que notre population puisse être associée à cet exercice de déterminer celui au sein de l'opposition qui incarne le mieux le changement vrai attendu du pays. Oui, mais vous avez eu... C'est important. Et je souhaite
que cette population, dans toute la mesure du possible, puisse être l'arbitre qui décidera. Moi, je ne peux pas dire, bon, mais voilà, je suis Freddy Matungulu, Mbouya Mouilankir, je suis le mieux placé. Je souhaite que quelqu'un d'autre le dise éventuellement pour moi. Mais si la population, pendant les mois qui viennent, lorsque le débat sur la représentation de l'opposition à la présidentielle va s'ouvrir, si la population est d'avis que moi j'incarne le mieux que quiconque cette idée de changement vrai pour l'après-Joseph Kabila, je suis prêt, j'ai toujours été prêt à servir mon pays, ça je le dis. Ça c'est un grand débat parce que savoir comment cette population va voter, pour qui, quel sera le quota par parti politique, par plateforme politique, c'est trop compliqué. Et puis aussi si cette population va choisir ce candidat de l'opposition en toute transparence, en connaissance de cause, sachant ce que lui-même aura fait, comme le disait tout à l'heure M. Matungulu. Justement, aujourd'hui vous jouez à la modestie, mais j'ai lu l'une de vos interviews en juin dernier dans une revue internationale. Vous disiez, je vous cite, tout le monde, en tout cas tous les ténors de l'opposition ont intérêt à me faire confiance car j'incarne le mieux les aspirations de l'opposition, les aspirations du changement. Dans cette même interview, vous avez tiré à boulet rouge pratiquement sur toutes les têtes couronnées de l'opposition, en tout cas les principales. Je vous cite une fois de plus, Moïse Katumbi fait toujours partie du camp Kabila. Vital Kamerhe a fait Kabila. Étienne Tshisekedi, affaibli par l'âge et la maladie, donc tous trois, vous les avez écartés pratiquement de la course. Est-ce que vous étiez obligé de vous attirer autant d'ennemis alors que vous étiez en train de revenir, vous installer ici pour vous relancer politiquement? Bon, mais j'espère que je ne me suis pas attiré autant d'ennemis comme vous êtes en train de le dire. Hein. Mais moi, je suis un homme très, très pragmatique. Et je crois qu'il est important que l'opposition puisse être à mesure de s'organiser de façon à ne pas se présenter à cette élection en ordre dispersé. Et pour cette raison, je suis prêt à jouer ma part pour qu'on puisse arriver à ces résultats. Mais pas avec des propos comme ça. Mais c'est que je pense que je ne devrais pas accepter. C'est que la population puisse être exclue d'une façon ou d'une autre de ce processus, la population acquise au changement. Aux acteurs politiques, vous parlez trop de la population, c'est trop compliqué que la population se désigne le candidat unique de l'opposition. Pour vous, Moïse Katumbi ne peut pas incarner les aspirations de l'opposition, Kamerhe ne peut pas être candidat unique de l'opposition, comme vous le souhaitez, ou Tshisekedi, clairement, vous pouvez me dire, comme vous l'avez dit en juin dernier, qui sont hors course pour vous? Non, pour le moment, bon, vous savez, ça, c'est une position que je présentais à l'époque et que je continue à laquelle je crois encore aujourd'hui. Mais il est important, l'objectif le plus important pour nous, c'est d'éviter d'aller à cette élection en tant qu'opposition en ordre dispersé. Et encore une fois de plus, comme je l'ai dit, je suis prêt à jouer ma part, ma partition pour que nous puissions être à mesure de réaliser ces résultats. Rachel Kitsita. Monsieur Freddy Matungulu, vous parlez de la population. Mais peut-être que vous n'avez pas lu ces sondages. Dans les sondages réalisés par les instituts de sondage dans la capitale, il y a trois noms de l'opposition qui sont cités, qui viennent en tête de liste quant à l'organisation d'élections et du candidat président de la République. Il y a un candidat de la majorité. Dans ce carré d'as, vous n'êtes pas cité. Votre réaction? Madame, c'est pour cette raison que je suis devant vous aujourd'hui. Je reconnais que j'ai un déficit de présence lié tout simplement au fait que j'avais été quand même en dehors de tout ce système pendant quelques temps. Et mon devoir, c'est de faire en sorte que ma voix puisse se faire entendre, que mon projet de société, le moment venu, puisse être présenté à notre population, que la population puisse se rendre compte des contrastes qu'il y a entre ce que moi je représente, ce que j'incarne, et ce que sont les autres compatriotes qui se retrouvent avec moi au niveau de l'opposition aujourd'hui. C'est le sens profond de cette démarche et je crois que pendant les prochaines semaines, les prochains mois, on va y aller à fond pour que la population puisse nous connaître mieux, puisse être à mesure de, je l'espère à la fin, de faire la part des choses entre les uns et les autres. Vous tenez au respect du délai constitutionnel? Absolument, oui.
il nous reste 8 mois. Et en 8 mois, vous pensez faire le contraire pour que vous soyez retenu comme candidat de l'opposition. Ça veut dire c'est une guerre perdue d'avance. Freddy Matungulu est d'office écarté, candidat président de la République. Une guerre perdue d'avance. Parce qu'en 8 mois, mais absolument pas. En 8 mois, absolument pas. À moins que Madame, vous usiez d'un bâton magique. Non, c'est pas un problème de bâton magique. Madame, nous sommes très connus. Il faut le dire. Nous sommes connus. Pour des raisons évidentes. J'ai été, je le reconnais, longtemps à l'étranger, mais j'ai été quand même pendant 6 années professeur à la faculté des sciences économiques de cette université de Kinshasa. Et avant ça, j'y ai étudié. J'ai des amis qui ont été avec moi aux études. À l'époque, il n'y avait qu'une seule faculté des sciences économiques dans ce pays. Et ces amis, ces étudiants sont aujourd'hui partout. Et je sais que c'est des gens qui me font confiance. Est-ce que le fait et qui pourront constituer des relais pour pouvoir passer notre message au niveau de notre population. Sans oublier le fait que, madame, comme vous le savez, nous ne sommes pas en 1960, nous sommes en 2016, avec la force de tout ce que vous représentez, vous qui êtes dans le domaine de la communication, plus formelle, comme c'est le cas aujourd'hui, mais au-delà avec les réseaux sociaux, qui font qu'en un clin d'œil aujourd'hui, on traverse le monde entier, on voyage virtuellement en quelques secondes entre ici et pratiquement l'ensemble de la planète. Il n'y a vraiment pas de doute en ce qui me concerne que dans le temps qui nous reste, notre population sera servie. Elle disposera d'éléments nécessaires pour pouvoir être à mesure de connaître, évidemment, ceux qui ont toujours été là, mais aussi de savoir que Freddy Matungulu Mbuya-Mwilankir existe. Le fait d'être parti durant plusieurs années ne vous a pas écarté des vraies réalités des Congolais? Bon, physiquement, j'étais évidemment parti. Mais je suis payé pour savoir ce qui se passe, notamment dans le monde, sur le plan économique. Et quand il s'agit de la République démocratique du Congo, j'ai un grand avantage là-dessus. Savoir ce qui se passe dans ce pays, je crois que je le sais. Et je crois que je le sais plutôt bien, au-delà de la connaissance des documents pertinents, évidemment, qui sont disponibles, qui existent. Je suis un fils de ce pays. Je suis un fils de ce pays. Et nous savons que lorsque nous disons « vous êtes un fils de ce pays », ça signifie que vous n'avez pas d'existence en tant que tel au sein d'une famille nucléaire, c'est-à-dire en d'autres termes, avec juste votre femme, vos enfants. Nous vivons la grande famille congolaise. Et à travers cette grande famille congolaise, directement en ce qui me concerne et indirectement par le truchement des amis qui vivent la même réalité, nous sommes sur le terrain. On sait exactement ce qui se passe dans notre pays. Eric Ambago, Top Congo FM. Freddy Matungulu, qui est derrière vous? Qui est derrière moi? Ça, c'est une très très bonne question. Mais je souhaite que ce soit d'abord la grande idée que j'ai de ce pays. Et c'est le cas. Et je pense que ce qui est aussi derrière moi... C'est pas le Fonds international? Ce qui est aussi derrière moi, c'est que nos jeunes d'aujourd'hui n'ont pas. C'est-à-dire l'obligation de travailler pour notre pays. Parce que notre pays a fait de nous ce que nous sommes. Et vous me donnez là l'occasion de revenir encore une fois de plus sur quelque chose. Parfois j'ai l'impression finalement de l'avoir trop évoqué. Mais je crois que ce ne sera jamais suffisant. Contrairement à nos jeunes qui sont sur les campus universitaires aujourd'hui, nous on a vécu aux frais de la princesse comme étudiants à l'université de Kinshasa. Aux frais de la princesse, blanchi, nourri, logé par le gouvernement congolais à l'époque. On le sait. Et moi, ensuite, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir des enfants que je suis de très très près. Et je sais ce que ça coûte de les faire étudier. Et nous, on a étudié gratuitement parce qu'à l'époque, notre pays pouvait se permettre de nous amener sur les campus universitaires, de nous imposer des obligations, cette discipline de travailler et de s'occuper du reste. Alors si ça, c'est pas suffisamment fort
comme motivation pour chercher à rendre un tout petit peu à ce pays ce que nous avons reçu de lui. Moi, je ne sais pas très bien ce que je devais avoir. Moi, ma question, elle est très simple. Est-ce que vous n'êtes pas le candidat du FMI? Vous avez démissionné parce que le FMI va vous... Pourquoi est-ce que je devais être l'homme du FMI? J'ai travaillé au Fonds monétaire international. Et simplement... Vous descendez un peu comme un aventurier, un peu comme un candidat qui est venu lors des élections de 2006. Vous êtes inconnu, vous descendez et vous tentez de convaincre tout le monde. Les gens ne vous connaissent même pas. Oh, mais si, les gens me connaissent. Les gens me connaissent. Sortir dans la rue, on peut sortir avec vous, les gens vont vous connaître. Si. Demandez à mes collaborateurs. Quand je vais dans cette ville, n'importe où, la plupart du temps, il y a toujours quelqu'un qui me reconnaît. Il y a toujours quelqu'un qui me reconnaît. Et dans la génération des gens aujourd'hui qui ont 55, 60 ans, des gens qui étaient là lorsque nous sommes arrivés dans ces conditions douloureuses avec l'assassinat de Mzee Kabila, qui savent très bien ce qu'étaient les conditions en ce moment-là et qui se rappellent très bien de ce que nous avons fait pour notre pays. Ils ne l'ont pas oublié. Ils ne l'ont pas oublié. Et au-delà, comme je l'ai dit, il y a un effort de communication que nous devons faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je ne descends pas ici soutenu par une institution internationale. Moi, je peux vous dire, chers frères, et je voudrais utiliser cette expression, je viens ici parce que j'ai cette obligation de pouvoir servir pour rendre à notre pays ce que j'ai reçu de lui. Et si la population décide de m'accorder cette chance de servir notre pays au plus haut niveau, je ne pourrai jamais. Monsieur Matungulu, vous soutenez les élections en 2016. Vous avez travaillé au FMI. La RDC n'est plus en programme avec le FMI depuis quelques années. Le budget du Congo est très mince. Et difficile d'organiser des élections. Alors pourquoi vous qui êtes bien outillé, vous connaissez les arcanes des institutions de Bretton Woods, vous entrez un peu dans la démagogie avec vos frères de l'opposition? Mais quelle démagogie? Nous savons que si l'objectif est d'organiser l'élection présidentielle, on aura les ressources. On les a. Où trouver les ressources? Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale n'a pas encore dit combien se trouve dans son basket fund. Je vous pose une question aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce qui est au niveau du trésor public de l'État, de façon claire et nette? Est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui devait revenir au trésor et qui n'a pas été mis à la disposition des comptes publics? Vous êtes au courant de ça? Il y a un budget de 7 milliards de dollars qui avait été annoncé. Non, et puis, écoutez, on a un peu plus de 500 millions pour les élections. Moi, je dis, nous devons être sérieux. On sait que la corruption est omniprésente partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des compatriotes aux commandes de l'État qui détournent les deniers publics. Donc vous suggérez qu'il y a de l'argent pour les élections, mais qui est volé par... On va quand même pas dénier ça. Ça, c'est de la réalité. C'est la réalité. Alors on ne peut pas nous dire, parallèlement à tout ce qui est en train de se passer, avec apparemment très peu d'efforts pour pouvoir combattre ces fléaux, que nous n'avons pas ce qu'il faut pour pouvoir être à mesure. Et pour combattre, c'est pourquoi vous êtes allé à Gouré aussi avec tous les opposants. Pour pouvoir nous assurer que notre pays a au moins la fierté d'organiser une élection et de légitimer le pouvoir du chef de l'État. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression que... C'est une aberration que je n'accepterai jamais. D'autant plus qu'au niveau de la communauté internationale aussi, dont nous sommes membres, on devrait pouvoir s'attendre à ce que si nous-mêmes, on décide d'être sérieux sur cette question de l'élection, on pourra trouver, je crois, des oreilles attentives par rapport à nos préoccupations. Merci Eric Ambago, Top Congo FM, Rachel Kitsita, Numérica Télévision, Eric Ambago, Top Congo FM et Paulette Kimuntu de Congo Web TV d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Monsieur Freddy Matungulu. Vous parliez des chiffres, je les ai, les chiffres du budget. Malheureusement, je n'ai pas de truc. Cela semble être clair de ce qui est disponible. Nous avons préparé cette émission avec le souci de savoir si au niveau budgétaire c'était possible. Depuis 4 ans, on parle de 200 millions de dollars mis de côté, mais avec un budget réalisé à 65% en ressources internes et 38% en ressources externes, les priorités sont apparemment allées ailleurs. Alors,
Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ces ressources, vous dites qu'on doit être sérieux, on doit les trouver? Étant donné qu'ils ne sont pas là, on fait quoi? Qu'elles ne sont pas là, on fait quoi? Il faudrait, pour que je puisse me convaincre qu'il n'y a rien, que les ressources ne sont pas là, j'ai besoin de plus que ce que nous avons comme information sur la place publique aujourd'hui. Mais c'est le ministère des Finances, le ministère qui est que vous avez dirigé en chef de statistique en RDC. Ce sont les chiffres du ministère du Budget. Oui. Vous n'y faites pas confiance, vous n'avez pas confiance dans ces chiffres? Oui, je regrette de dire que je n'ai absolument aucune confiance en ces chiffres. Absolument pas. Absolument pas. Ce sont les seuls que nous avons. Vous en avez d'autres? S'il le faut, on mettra ces chiffres à la disposition de tout le monde. Il ne nous reste que 8 mois, monsieur Matungoulou. On fait quoi entre-temps? On dit élection coûte que coûte dans les délais constitutionnels, au risque qu'au 19 décembre, on connaisse ce qu'on regrette de 91, 93, les pillages et la perte des résultats, même s'ils sont, comme vous l'avez dit, si fragiles, de ces 15 dernières années? Non, mais je ne sais pas pourquoi nous devons passer le temps à agiter cette menace. Vous l'entendez pas? Non. Cette menace de ce qui adviendrait si on ne le faisait pas. Et surtout dans le chef de ceux qui sont au pouvoir, dont l'obligation est de faire en sorte que nous ayons des avancées. Aujourd'hui, je pense quand même, parce que c'est important, je crois que nous devons être très, très sérieux là-dessus. Au niveau de ce que nous voyons, que nous vivons au quotidien ici, dans notre pays, combien de Congolais aujourd'hui ont vu des indices de sérieux dans le chef du gouvernement, du régime, s'agissant de la préparation des élections? Moi, je n'en ai pas vu. Et je pense qu'il y en a très peu au niveau de l'opinion aujourd'hui qui croient que le gouvernement est en train de faire le maximum. Parce que tout le problème est là. Il y a, à mon avis, un tel fossé en matière de confiance entre le gouvernement et la population. Et je crois que c'est voulu ainsi, parce qu'on n'a jamais voulu véritablement impliquer la population dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est ce fossé-là aujourd'hui qui fait que même quand les problèmes sont objectivement difficiles, personne, parce que la situation étant présentée par le gouvernement, n'y croit. C'est ça le problème. Non, mais ma question est la suivante. Au regard de ce qu'on sait aujourd'hui, quand on est responsable, le gouvernement n'a pas fait le nécessaire. Je ne suis pas son avocat ici, je ne le défends pas. Prenons-en acte. Mais aujourd'hui, vous avez deux forces en présence et l'une des forces qui dit « Allô, dialoguons » et qui est suivie en cela par la communauté internationale. Ce sérieux que les acteurs politiques devraient mettre dans leur réelle démonstration de volonté de la tenue de ces élections dans les délais constitutionnels, ce ne serait pas de prendre cet acteur maléfique, puisque c'est ainsi que vous le définissez, au défi de tenir ce dialogue et d'obtenir des résultats dans le sens de ce que tout le monde attend? Mais pourquoi prendre la personne ou le gouvernement au défi d'aller prouver quoi que ce soit? Si vous dites que ce faisant, on serait en train de mettre le gouvernement au défi de faire ce qui est bien, c'est que vous savez que le gouvernement peut faire les choses mieux pour qu'on puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, si nous disons qu'on veut aller aux élections dans les délais constitutionnels, tout le monde sait que l'un des blocages, les éléments de blocage les plus importants, c'est le silence du chef de l'État en la matière, en ce qui le concerne, lui. S'il parle aujourd'hui et dit « je ne suis pas candidat, allons à l'organisation de bonnes élections », moi je suis sûr que tout le monde se pressera pour pouvoir aller se retrouver et examiner rien que les problèmes techniques auxquels nous sommes confrontés. C'est un peu comme... Sa seule parole vaudra adhésion à glissement collectif. Oui, sa seule parole indiquant clairement qu'il ne se représenterait pas et que l'on sanctionnerait tout ce monde autour de lui qui a fait que nous puissions en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas parler de progrès
dans tous les domaines. Si on ne sanctionne jamais, aujourd'hui nous sommes dans les désordres généralisés en ce qui concerne la préparation des élections, mais il faut quand même qu'il y ait des responsables connus qui, d'une façon ou d'une autre, ont amené le pays dans cette situation. Les catholiques disent Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors nous disons au président Kabila, dites-nous simplement une parole et le pays et la population congolaise et le processus électoral seront libérés. Amen. Vous n'avez pas voulu qu'on parle de vos engagements futurs en termes de programme. Donc j'espère vous avoir de nouveau, nous espérons vous avoir de nouveau dans une prochaine émission pour parler de votre parti Congolais-Bissau. Mais ma dernière question, je ne saurais terminer cette émission sans évoquer le cas. Vous êtes de la diaspora, vous y avez vécu longtemps, vous en êtes, vous vous revendiquez toujours de cette diaspora. Cette diaspora, son principal problème, c'est aussi la nationalité une et exclusive. Celui qui acquiert une autre nationalité perd la nationalité congolaise. Est-ce que pour vous, cette loi a encore raison d'être? On a beau vivre à l'étranger, d'abord Christian, vous, amateur, vous êtes, je crois, tout aussi, comment dirais-je, relevant que moi dans ce domaine-là, ou que ceux de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas faire l'impasse sur tout ce qu'il y a comme expertise, y compris étrangère, qui peut contribuer à trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et à plus forte raison, l'expertise de Congolais, même s'ils sont basés à l'étranger. Je vais vous dire une chose. Lorsque je suis arrivé au Fonds monétaire international en 92, le directeur général adjoint, l'un des directeurs généraux adjoints du Fonds monétaire international, c'est un poste qui est toujours occupé par un Américain. C'était Stanley Fischer, qui est quelqu'un qui est né en Rhodésie, ensuite a acquis la nationalité américaine et est devenu directeur général adjoint du Fonds monétaire international, un grand professeur à Massachusetts Institute of Technology, MIT, dont nous avons tous étudié des bouquins dans le domaine de la macroéconomie. Quand il a fini son mandat au Fonds monétaire international, vous savez ce qu'il était devenu? Gouverneur de la Banque centrale d'Israël. Gouverneur de la Banque centrale d'Israël. Et aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, M. Stanley Fischer est l'un des adjoints de la présidente de la Banque centrale des États-Unis. Et on sait que partout où il est passé, compte tenu de sa formation, de son expérience, c'est un monsieur qui apporte une contribution de haute qualité à tout ce qu'il entreprend. Et moi, franchement, je suis d'avis que nos compatriotes qui vivent à l'étranger, même s'ils ont acquis des nationalités différentes après, et qui ont une expertise à apporter, à mettre à la disposition de notre pays, je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait les leur interdire. Pourtant, ils sont exclus de la communauté nationale aujourd'hui. Bon, mais c'est ça. Donc, vous avez posé, vous vouliez savoir mon avis sur la question. Tel est mon avis. Parce que circuler un peu, même dans les ministères ici, et je crois que lorsque ce pays va se reprendre avec une très forte activité, on en verra davantage. Mais il y a des étrangers qui travaillent ici, avec leur nationalité étrangère. Et moi, je ne vois vraiment pas comment des Congolais, par rapport à ces autres étrangers qui ont le cœur congolais, qui pensent véritablement que, bon, on a besoin de faire mieux pour notre pays. Je ne vois pas pourquoi on devait les exclure de tout ce qu'il y a comme processus tendant à chercher des solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Merci à Mika Lusala, merci à Didi Binsika, merci à vous, Monsieur Freddy Matungulu Mbuyamou. Prochain rendez-vous avec ce magazine Top Press la semaine prochaine.